Chapitre 5. Bonjour solitude, c'est moi l'orphelin. Nous emménageâmes dans notre nouvelle demeure quelques mois après la mort de mon oncle. La maison n'était pas tout à fait isolée. En effet, l'un de nos proches cousins habitait à environ 300 mètres plus au sud, dans la direction d'Oulad Moubarak. Un autre groupe de nos congénères se trouvait au double de cette distance, environ vers l'est, et le père de ma belle-mère résidait à peu près à la même distance au nord-nord-ouest. Quant au douar, il se découpait sur un magnifique arrière-plan montagneux à plus de 2 km complètement au sud. La vue était superbe. Les monts enneigés surplombaient la ville de Beni Mellal à l'est et s'étalaient vers l'ouest pour s'évanouir dans le lointain horizon, vers la légendaire ville de Marrakech. Je fus surpris de découvrir de mon nouvel observatoire que là où habitait ma tante et que je croyais être la montagne n'était en fait qu'une toute petite écaille sur le dos d'un immense dragon qui me paraissait sans début ni fin. Les montagnes de l'Atlas. Commençait alors un jeu de questions-réponses avec les adultes. Ce fut moi qui posais les questions. Comment a-t-on pu construire la montagne? Elle s'est construite par la volonté de Dieu. C'est qui Dieu? Notre Créateur. Et c'est qui le Créateur de Dieu? Ne te pose jamais cette question, sinon tu iras en enfer. C'est quoi l'enfer? Un endroit où on rôtit les gens qui doutent de Dieu, qui ne respectent pas ses commandements et qui posent trop de questions comme toi. Mais à mon âge, on oubliait vite les menaces, alors je continuais de questionner. Où finit la montagne? Elle se jette dans la mer. C'est quoi la mer? Une immensité d'eau qui a un début, mais qui n'a pas de fin. Difficile à mon âge d'admettre qu'une chose qu'on puisse voir ou toucher soit avec un début, mais pas avec une fin. Et de demander naïvement qu'on m'explique comment fait le soleil pour traverser la mer qui n'a pas de fin à l'ouest et revenir le matin par l'est. C'est la volonté de Dieu, me répondit-on avec agacement. Et puis, arrête de poser des questions qui vont te mener directement en enfer. Force fut de constater d'ores et déjà que plus une question est difficile pour un adulte, plus la réponse est une menace. Je me mets donc en devoir d'inventer mes propres réponses à mes questions, bien sûr. En ce qui concerne la Terre, impossible qu'elle soit sans fin à cause du soleil qui se couche dans une direction et qui revient le matin de la direction opposée. Je l'avais donc imaginé comme un corps traversé par un tunnel d'est en ouest. Ce tunnel est emprunté par le soleil durant la nuit pour revenir le matin par l'est. Et c'est pour cela qu'on ne voit pas sa lumière lors de sa course nocturne. Quant à la suspension de la Terre dans l'univers, eh bien, quand je serai grand, j'irai vérifier ça de plus près. En ce qui concerne la mer, elle non plus ne saurait être infinie. Elle doit s'arrêter au bord de la terre et un système complexe de tuyaux et de gouttières doit récupérer le trop-plein et le ramener à l'intérieur de la terre pour se purifier et pour alimenter les puits dans la plaine et sortir comme source dans la montagne. Quand il y a un défaut dans le système de purification, l'eau reste comme celle de la mer. C'est le cas du puits d'Oulad Moubarak. Et voilà. En ce qui concerne la pluie et le reste, je verrai plus tard quand je serai grand. Surtout, pas un mot de tout ça aux adultes, sinon ils vont se mettre en devoir de m'appliquer le châtiment divin, sans même attendre que Dieu fasse son travail de se juge juste le jour du jugement dernier. L'explication de la tuyauterie m'était venue grâce au verger du père de ma belle-mère, qui fut désigné par la famille comme mon seul grand-père, faute de concurrents qui sont tous morts. J'étais en pleine admiration devant ce grand-père qui était le seul de la famille. Les autres, par paresse, n'avaient jamais essayé. Ayant pu réussir à faire pousser des arbres dans ce coin où la verdure ne dure que l'hiver et le printemps, si on exclut bien sûr le jujubier qui pousse ici comme de la mauvaise herbe. Son coin de paradis à lui contenait un figuier immense, un abricotier, un grenadier, une dizaine d'oliviers,
ainsi qu'un super potager où j'avais eu la chance d'assister à la naissance de la vie verte et d'y accompagner son évolution jusqu'à la cueillette en passant par la période magique de la floraison. Ce coin de paradis était entouré d'un mur empilé surplombé d'une haie de jujubé très sec et très épineux qui décourageait les intrus les plus audacieux. Quant à l'irrigation de cette petite merveille, elle était assurée par un réservoir situé tout près du puits et qui surplombait le lopin de terre. Le réservoir se remplissait à l'aide d'un large boyau qu'on plongeait dans le puits et qu'on remontait ensuite à la surface à l'aide de 2 cordes glissant sur un système de poulies étirées horizontalement par un âne. La bête de somme se déplaçait à partir du bord du puits sur une distance d'environ 30 mètres. Au bout de cette distance, le boyau rempli d'eau sortait du puits et se déversait dans une plateforme. L'eau passait ensuite à travers 2 petits canaux qu'on ouvre alternativement pour alimenter l'abreuvoir des animaux situés à l'extérieur du jardin ou pour remplir le réservoir destiné à l'irrigation. Un réseau de canaux fabriqué à partir de tonneaux métalliques ayant servi à transporter le carbure de calcium qu'on utilisait pour l'éclairage, dont la simplicité et l'efficacité étaient déconcertantes, partait de ce réservoir pour irriguer les plantes jusqu'aux recoins les plus reculés des jardins. J'avais hâte de voir mon père se mettre au travail lui aussi pour nous planter un verger pareil, du moment que nous avions un puits à nous tout seuls, qui n'était profond que d'environ 20 mètres. Mais pour le moment, quand il n'était pas occupé à terminer la clôture de la maison, il passait le gros de son temps à couper le jujubier dans les champs afin de rendre les prochaines labours moins pénibles. Les journées s'écoulaient paisibles et sans surprise. Ma mère toussait toujours et moi, je continuais à me poser des questions qui restaient souvent sans réponse, comme celles concernant les habitants du Douar qui se contentaient de leur puits de 60 mètres à l'eau saumâtre alors qu'il suffit de déménager 2 kilomètres plus au nord pour avoir un puits comme le nôtre avec de l'eau si douce et pas si profond que ça. J'avais repris mes jeux avec ma cousine, maintenant orpheline de père et abandonnée par ma tante qui était allée refaire sa vie ailleurs. De temps en temps, nous descendions admirer le jardin de grand-père et ramener du petit lait. Et c'était à chaque fois un exploit car il fallait éviter les chiens des voisins et cousins éloignés dont j'avais une peur bleue. Des chiens bien sûr, même si certains cousins, selon mon père, sont plus à craindre que les chiens. Mais il n'y avait pas que la peur des chiens, il y avait aussi la peur si on restait tard de revenir chez nous après la tombée de la nuit. Car contrairement à la super fille qui était ma cousine, et sitôt le soleil couché, je devenais pratiquement aveugle. Puis encore, à force de nous raconter des légendes, des monstres, il suffisait que la lumière s'éteignît pour que l'espace qui m'entourait se remplissait de têtes sans tronc et de troncs sans tête qui fonçaient sur moi pour me mordre, me tirailler et m'engloutir. Quand je me mis à me plaindre autour de moi de cette cécité nocturne, probablement les méralopes, on me traita de poltron, d'âne et d'imbécile. Je pris donc la décision de garder cette peur bleue rien que pour moi, bien enfouie au fond de moi-même. Mais c'était compté sans cette diablasse de cousine. Le soleil venait tout juste de se coucher et mon père venait tout juste de terminer sa prière pour commencer à préparer l'inévitable thé à la menthe qui allait accompagner le pain d'orge du soir, un thé semblable à ceux du matin et du midi qui avaient accompagné le même pain quelquefois agrémenté d'huile d'olive ou de beurre, rarement de tagine, festin réservé pour les grandes occasions. Toute la famille était là, réunie autour du plateau de cuivre, où, tels des soldats devant leur adjudant, les vers formaient un demi-cercle devant l'imposante théière. Et cette cousine qui n'arrêtait pas de parler et de sautiller comme un ressort, et ce père censé être le mien qui souriait et acquiesçait de la tête à chacune de ses paroles, tout en feignant de temps en temps soit la surprise, soit l'admiration. « Tu sais, mon oncle, je suis capable de faire ceci. »« Ah, vraiment ?
Tu sais, mon oncle, je suis capable de faire cela. Merveilleux, ma fille. Ignanana, rétroquai-je silencieusement, étranglé par la jalousie, car depuis la mort de mon oncle, mon père ne refusait rien à cette petite peste, à se demander si je ne devais pas souhaiter aussi sa mort, pour qu'enfin un oncle puisse me prendre en pitié et en considération, moi aussi. Malheureusement, la réserve d'oncle est déjà épuisée. Tu sais, mon oncle, je suis capable de sortir, d'aller faire le tour de la maison dans le noir et de cogner sur le mur pour te prouver que je l'ai fait. Et je parie que lui, il ne sera pas capable de le faire. Le lui, c'était moi. Ah, la petite peste. Elle savait que je ne pouvais refuser le défi sans m'attirer les foudres paternelles et que je préférerais affronter 1000 monstres plutôt que d'être exposé à la folie furieuse de mon père. En effet, depuis le poteau lamentation et surtout après l'incident du bourricot, chaque cri de mon père me faisait trembler comme une feuille. Ce fut pour cela que je me précipitais de relever le défi, à condition que ma cousine parte la première, bien sûr. Je pouvais ainsi espérer qu'elle se rompt pas gracieusement le cou en trébuchant sur un obstacle salvateur. Pour moi, bien sûr, mais au lieu d'entendre ces cris, les coups qu'elle martela sur le mur derrière mon père vinrent marteler mes tampons. Et comble de malheur, la voilà qui revint saine et sauve, exigeant que je fisse exactement ce qu'elle venait de faire. Un pari, c'est un pari, clama-t-elle. Devant mon hésitation, ma mère tenta d'inventer une excuse pour m'éviter la déchéance. Mais mon père m'ordonna de me lever et d'aller accomplir mon devoir, d'autant plus que le soleil venait tout juste de se coucher. Une fois dehors, je tendis la main cherchant le mur de la clôture. Je le trouvai. Ma main droite ne quitta plus ce guide providentiel, tandis que ma main gauche se tendit en avant afin de prévenir toute collision avec un éventuel obstacle. La peur de l'échec m'avait empêché de penser aux fantômes ce soir-là, et je finis par atteindre l'arrière de la maison, par donner précipitamment des coups sur le mur et par revenir trébuchant et chutant plusieurs fois dans ma précipitation. Quand j'aperçus la lumière de la lampe d'acétylène, je mis le cap dessus et me mis à courir pour échapper à l'océan des ténèbres qui semblait me poursuivre. Je fis une entrée triomphale, du moins pour ma mère, qui s'empressa de me serrer dans ses bras. Quant à mon père, il m'adressa un sourire et je crus déceler une certaine admiration. L'incident était clos et tout le monde changea de point d'intérêt, sauf ma cousine, qui ne put accepter qu'on lui volât la vedette. Elle revint à la charge, décidée cette fois-ci à avoir ma peau. Tu sais, mon oncle, je suis capable d'aller au puits, de me laver les mains dans l'abreuvoir et de les ramener toutes mouillées. Et voilà qu'elle sauta comme un diable hors de sa boîte et partit en courant vers le puits, sans attendre la décision du jury. Je priais tous les saints pour qu'ils puissent l'emmener jouer cette fois-ci avec son propre père dans ce monde d'où, paraît-il, on ne revenait jamais. Mais ma prière ne fut pas exaucée, car la voilà déjà de retour, debout devant mon père, comme une sorcière, montrant ses mains mouillées et exigeant qu'il m'ordonna de faire de même. Ma mère refusa net que l'on continue ce jeu stupide. Mais comme ma cousine se mit à bouder, mon père m'intima l'ordre d'y aller. Et me voilà de nouveau dans le noir. Cette fois-ci, je ne même plus compter sur les murs pour me guider vers mon objectif, mais seulement sur mon instinct et mon sens de l'orientation. Un sentier battu, mené au puits. La première chose à faire, c'est de trouver ce sentier dans le noir. La sensibilité de mes pieds nus s'en chargea. Une fois dessus, je me dirigeai vers le puits. Quand la terre devenait molle sous l'une des plantes de mes pieds, je rectifiai la direction de ma marche en conséquence pour rester sur la terre ferme. Je commençais à apprécier la balade et j'accélérais même la marche quand je butai soudain contre quelque chose de dur et m'étendis de tout mon long dessus. Une douleur aiguë me lancina les côtes. Les bords de l'objet étaient presque tranchants. C'était le petit abreuvoir métallique circulaire. Je m'en extrayais en rampant, mais voilà que ma main
toucha un pilier de bois. C'était l'un des 3 piliers qui permettaient de fixer la poulie au-dessus du puits. Je venais maintenant l'abreuvoir car sans lui, j'aurais terminé sans doute ma course au fin fond du puits puisqu'on n'avait pas encore construit de garde-fou autour. Il fallait se laver les mains rapidement et quitter ce lieu maudit. Mais il n'y avait point d'eau dans l'abreuvoir circulaire. La diablesse avait pris soin de le vider après son exploit. Je revins tête baissée pour annoncer, tout en balbutiant, qu'il n'y avait plus d'eau dans l'abreuvoir. Alors ma cousine éclata de rire et se mit à répéter comme un disque d'électrophone fêlé. « Il a peur, il a peur !» Mon père, pour lui faire sans doute plaisir, s'écria « Attrapez-moi ce poltron pour que je puisse lui guérir définitivement de sa peur !» Il n'en fallut pas plus pour que je prenne mes jambes à mon cou. Je fis demi-tour et me lançai dans une course effrénée en direction de notre plus proche cousin du Sud, tout en criant « Je t'en supplie, papa, ne me frappe pas, je t'en supplie, au secours !» Ce furent les chiens du cousin qui, les premiers, captèrent mon appel de détresse et étaient maintenant en train d'accourir à ma rencontre. J'avais peur des chiens, certes, mais pas autant que de mon père qui n'arrêtait pas de crier dans mon dos « Attrapez-le-moi !» Entre 2 mots, il faut choisir les chiens. Et ce fut la fuite en avant, de plus en plus accélérée au fur et à mesure que j'entendais les pas du poursuivant s'approcher de moi. Mais ce n'était point mon père qui me poursuivait. C'était ma mère qui essayait de m'attraper avant que je n'eusse une confrontation directe avec les molosses du voisin. Je lui avais donné tellement de peine car je n'avais cessé de me débattre pour lui échapper. Elle finit tout de même par m'immobiliser et par me ramener à la maison. Et quand, à la lumière de la lampe, elle vit l'état de mon corps lacéré par les épines du jujubier, elle n'avait pas pu arrêter ni sa toux ni ses larmes. Au fait, comment ai-je pu avoir toutes ces blessures sans sentir les épines du jujubier me lacérer la peau? Encore cet effet dopant de la peur. La maladie de ma mère s'aggrava après cette course. Ce fut du moins l'impression que j'avais eue quand, ayant mis fin à mes jeux avec ma cousine, je passais le plus grand de mon temps à côté d'elle. C'était peut-être pour cela qu'elle paraissait plus malade à mes yeux. En tout cas, maintenant, elle n'était plus capable de sortir toute seule. Au début, elle se contentait de s'agripper au bras de ma belle-mère pour marcher. Puis, celle-ci s'était mise à la porter carrément dehors, telle une petite fille dans ses bras. La transporteuse n'avait d'ailleurs pas à fournir beaucoup d'efforts, car la pauvre était devenue maigre comme un fil de fer. Un beau jour, quand elle ne pouvait plus supporter d'être transportée, la maison se remplit de mes tantes et de leurs marmailles. Je ne me souviens plus si c'était le soir même de leur arrivée ou un peu plus tard que tout le monde resta longtemps éveillé. Ma mère retenait l'attention des femmes plus que d'habitude et de temps en temps on lui demandait de ne pas avoir peur, de ne pas oublier la shahada, ses prières, et on lui assurait que tout allait se passer très bien. Mais qu'est-ce qui va se passer très bien? M'inquiétais-je intérieurement. Ma mère semblait beaucoup plus fatiguée qu'effrayée. Elle avait même pu échanger quelques plaisanteries avec les femmes qui l'entouraient et m'avait appelé pour dormir à côté d'elle comme d'habitude. Elle m'avait souvent parlé de sa mort et je commençais à comprendre que tout le monde doit mourir un jour ou l'autre comme mon oncle. Mais allait-elle mourir maintenant? Est-ce pour cela que les discussions paraissaient si sérieuses ce soir et les larmes silencieuses si difficiles à retenir et si faciles à couler sur les joues? Et du coup, je fus très inquiet. Mais ma mère m'avait également dit que j'irais à l'école, que je serais grand, important et que je l'amènerais avec moi et qu'elle vivra très heureuse. Donc, tant que je ne suis pas allé à l'école, devenu grand, elle n'a aucune raison de mourir. Je m'endormis tranquillisé, souriant même. À l'aube, je fus réveillé par un bruit inhabituel. Ce n'était pas le tout de ma mère
car il y avait longtemps que je m'y étais habitué, à tel point que je ne l'entendais plus dans mon sommeil. On aurait dit plutôt une sorte de sifflement ou d'inspiration qui n'en finissait plus. J'ouvrais les yeux, la lumière discrète de l'aube commençait à s'infiltrer par la porte et les personnes qui dormaient avec nous dans la même chambre continuaient de ronfler paisiblement, sans doute fatiguées par la longue veillée d'hier soir. Le bruit étrange venait de la gorge de ma mère. On aurait dit qu'elle était en train de s'étouffer. Je la secouais en lui demandant ce qui n'allait pas, mais seule sa respiration désordonnée me répondit. Je me dressai aussitôt sur mes genoux et l'atteins par ses frêles épaules en criant « Maman, maman, qu'est-ce qu'il y a ?» Mais instinctivement, je sus du coup ce qu'elle était en train d'avoir. Elle était en train de mourir. Dans un ultime effort, elle réussit à poser ses mains sur ma poitrine, s'est mise à me repousser pour m'éloigner et parvint à chuchoter « Que Dieu te donne une autre, maman, mon petit ». Je sentis mon cœur s'arracher de ma poitrine éclatait en morceaux et tout mon corps se pulvérisait. Une souffrance inconnue jusqu'alors déchira tout mon être. Une souffrance devant laquelle les coups de bâton, toutes les gifles, toutes les lacérations d'épines, toutes les plaies qu'avait connues mon corps jusqu'à présent n'étaient que de simples caresses. Je hurlai en fixant les yeux de ma mère dont je ne voyais plus maintenant que le blanc. Je m'agrippais à son corps désespérément, croyant que plus je serrais, plus j'aurais une chance de la ramener à la vie. Et je serrais tellement fort que, quand les membres de la famille, réveillés par mes hurlements, vinrent me séparer d'elle, je l'avais soulevée avec moi. Et je ruais, et je mordais ces criminels qui voulaient m'arracher ma mère, et qui parvinrent finalement. Elle fut enterrée le jour même, comme le veut la coutume. Et voilà, pas plus loin qu'hier, j'étais encore bien au chaud à côté de ma mère, à côté d'une mère bien vivante. Le soleil se leva ce jour sur deux orphelins de plus sur terre. Deux orphelins qui allaient longtemps dormir côte à côte, pleurant silencieusement pour ne pas réveiller les autres membres de la famille et réveiller la foudre des dormeurs. Ma grande sœur a pris la relève de ma mère. J'avais environ 5 ans et elle presque le double. Mon père n'avait pas assisté ni à la mort ni à l'enterrement de ma mère. Les Français étaient en train de quitter le Maroc et le roi Mohammed V revint de son exil. Le peuple en liesse était monté à Rabat, la capitale du Maroc, pour accueillir son roi. Mon père ne fut pas du reste. Et avant d'y aller, il avait demandé à maman si elle voulait qu'il lui ramenait quelque chose. Elle lui demanda juste du pain blanc. En revenant de Rabat, il fit un détour par Boujniba où il retrouva son emploi de bout de feu à l'office chérifien des phosphates, OCP. Ce fut ce qui expliqua son absence quand ma mère rendit son dernier soupir. Lorsqu'il fut de retour, il n'avait pas oublié le pain blanc que maman lui avait demandé, et puisqu'elle n'était plus là, c'était à nous, les enfants, que revint l'honneur de se délecter de ce festin qui ne faisait pas partie de notre quotidien. J'avais hérité de maman le plus beau des héritages, un morceau de pain blanc. Entre novembre 1955 et probablement juin 1956, mon père faisait la navette entre Ouled Moubarak et Boujniba. Navette, c'était trop dire. Il venait nous voir un week-end sur 2. Mais qu'importe, elle était devenue plus gentille avec moi. Il me prenait de temps en temps sur ses genoux. Il m'avait même fait monter une fois sur le dos d'un poulain pour me promener jusqu'à ce que je fusse fatigué. Une fois, il m'avait même fait monter avec lui sur sa bicyclette toute neuve. Ce fut la première bicyclette que je vois de ma vie. Émerveillé, j'ai parcouru avec lui les 2 kilomètres environ qui séparent notre maison du Douar au Ledmbark. Lui sur la selle et moi en Amazon sur le cadre de la bicyclette, entre lui et le guidon sur lequel je posais mes mains. Chemin faisant, mon pied se glissa entre la fourche et la roue et vroom, mon père fit un vol plané par-dessus le guidon, tandis que moi, dont le pied est resté coincé entre la roue et la fourche, je fis 1 ou 2 tonneaux avec la bicyclette tout entière. Une fois debout, mon père vint me dégager le pied qui me faisait hurler de douleur. Il fait de son mieux pour me calmer, d'une façon si douce et si gentille que j'ai pris tout mon temps pour aérer et développer mes poumons. Mais voilà que soudain il s'écria « Assez !»
Youpi, ce fait comme dans le bon vieux temps. Je me tue sur le champ et les quelques spasmes que j'ai laissés échapper de temps en temps me firent illico courber les chines afin de prévenir d'éventuelles claques sur la nuque, comme on savait si bien en donner aux enfants dans notre devoir. Cet incident m'apprit qu'orphelin ou pas orphelin, la patience des adultes a des limites. Et il y avait de ces limites qu'il vaudrait mieux ne pas dépasser. Serais-je capable de m'en souvenir? Fin du 5e chapitre.